Salut chers tous, j'espère que vous allez super bien. Chez moi aussi ça va très bien. Ok, vous m'excusez parce que ça fait un bon bout de temps, je n'ai pas diffusé de vidéo. Ben, maintenant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne parce que de cet instant jusqu'au jour à venir, la chaîne sera inondée de vidéos. Et comme vous connaissez déjà mon positionnement, c'est-à-dire dispenser des cours, expliquer certains exercices, traiter même ces exercices avec vous pour vous permettre de comprendre le cours. Plus je me base généralement sur les étudiants du supérieur, mais j'ai essayé d'élargir encore mon champ en m'intéressant aux enfants du secondaire. Comme ça, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les strates de consommateurs, c'est-à-dire les différents groupes de consommateurs qui puissent exister. C'est un cours de marketing. Donc, suivez avec moi. Les strates de consommateurs. Les strates de consommateurs. Les strates de consommateurs. Okay. C'est une manière de vous parler des différents groupes de consommateurs qui existent. C'est le titre, mais je vais profiter pour vous montrer aussi qui est tel consommateur et qui aussi est tel non consommateur. Par moment, vous entendez la notion de non consommateur relatif. Non consommateur relatif. Les non consommateurs relatifs. Pour ceux qui ont été initiés au marketing, ils entendent ça couramment. Si tu n'es pas au fait de la famille, il te sera difficile de connaître les non consommateurs relatifs. Maintenant, pour celui qui est nouveau et qui veut maîtriser le marketing, il n'y a pas de souci. N'oublie pas, comme je l'ai dit d'entrée, de t'abonner à ma chaîne. Tu vas suivre régulièrement et ça va te permettre d'avoir un bagage qui va te permettre non seulement de te défendre, mais aussi de gérer bien ta structure. Ok, les non-consommateurs relatifs, en abrégé NCR. Non-consommateurs relatifs, c'est qui? Par moment, et dans certains documents, vous allez entendre parler de consommateurs potentiels. Les consommateurs potentiels, une partie est composée de non-consommateurs relatifs. Les non-consommateurs relatifs ne sont rien d'autre que des personnes qui, pour un instant donné, ne consomment pas un produit à cause d'une raison qui est passagère. Et dès que la raison est évacuée, ces personnes vont acheter le produit. Donc, ce sont des non-consommateurs relatifs. Par exemple, un jeune homme qui aime le téléphone portable mais qui n'a pas d'argent pour l'acheter, il est d'ores et déjà un non-consommateur relatif. Le jour où il aura l'argent, il va devenir un consommateur. Pour quelqu'un qui souhaite peut-être manger le haricot, mais là où il est, là où il réside, il n'y a pas de point de vente de haricots. Cette personne ne consomme pas pour le moment le haricot, pas parce qu'elle n'a pas envie de consommer, mais parce qu'elle n'a pas de haricots à portée de main. Donc cette personne-là, c'est un non-consommateur relatif. Donc pour les non-consommateurs relatifs, la raison de la non-consommation, elle est passagère. Donc les non-consommateurs relatifs. Un autre thème, les non-consommateurs absolus. Non-consommateurs absolus. En abrégé NCA. Généralement, ces personnes ne sont pas visées par nos stratégies marketing. Les non-consommateurs absolus, ce sont des personnes, quel que soit ce que vous ferez, qui ne consommeront jamais votre produit. Et les non-consommateurs absolus ont une raison profonde de non-consommation du produit. Donc, pour les non-consommateurs absolus, si vous planifiez ou bien vous élaborez une stratégie marketing, vous n'allez pas, ces personnes ne vont aucunement pas vous intéresser. Parce qu'elles ne consomment. Je prends par exemple un musulman. Vous vendez peut-être des spiritueux. Vous vendez peut-être de l'alcool.
vous vendez peut-être de la viande de porc. Il y a des musulmans qui ne consomment pas. C'est pour une raison vraiment profonde. Ou bien la personne te dit, ma santé ne me permet pas de consommer ce produit. Donc pour ce produit-là, la personne X devient un non-consommateur absolu. Je prends le sucre pour le diabétique. Ok? La personne ne consommera pas. Il y a un type de sucre particulier qu'elle consommera, mais le sucre grand marché, je pense que la personne ne consommera pas. Okay? Il y a des non-consommateurs absolus. La raison, elle est vraiment profonde. Donc, ces personnes ne sont vraiment pas visées par nos stratégies marketing. Donc, les non-consommateurs, la famille des non-consommateurs, les non-consommateurs, en abrégé MC, c'est la somme des non-consommateurs relatifs et des non-consommateurs absolus. Donc NC est égal à NCR plus NCA. Donc si on vous parle de non-consommateurs, il y a les non-consommateurs relatifs et il y a les non-consommateurs absolus. C'est la somme des deux non-consommateurs qui constitue la somme des deux non-consommateurs, c'est-à-dire non-consommateurs relatifs et non-consommateurs absolus, qui constituent la famille des non-consommateurs. Ok, je vous disais en titre, je vous parlais des strates de consommateurs. Nous commençons par les non-consommateurs relatifs, qui ne consomment pas pour le moment, mais la raison est passagère, et les non-consommateurs absolus, ceux-là qui ne vont jamais consommer le produit pour une raison vraiment fondamentale. Ok, nous continuons avec les strates de consommateurs. Vous entendez par moment parler de marché actuel. Marché actuel de l'entreprise. Marché actuel de l'entreprise. En abrégé MAE. Marché actuel de l'entreprise. Le marché actuel de l'entreprise, on peut l'appeler aussi consommateur actuel de l'entreprise. Consommateur actuel de l'entreprise, CAE. Marché actuel de l'entreprise aussi, on peut parler de vente actuelle. Vente actuelle de l'entreprise. VAE. Comme on peut parler de chiffre d'affaires actuel de l'entreprise. CAE. En fait, je donne tous ces synonymes à cause des étudiants. Parce que d'un exercice à un autre, cette proportion de consommateurs peut être indiquée par le marché actuel de l'entreprise, les consommateurs actuels de l'entreprise, la vente actuelle de l'entreprise ou le chiffre d'affaires actuel de l'entreprise. Donc, ce marché actuel peut être exprimé en monnaie. Ça peut être exprimé en nombre de consommateurs. Quand je parle de monnaie, c'est une expression en montant. Ça peut être exprimé en nombre de consommateurs, comme ça peut être exprimé en nombre de produits ou en quantité de produits vendus. Donc, sachez reconnaître ça dans les différents exercices. Donc, on peut appeler ça marché actuel de l'entreprise, consommateur actuel de l'entreprise, vente actuelle de l'entreprise ou chiffre d'affaires actuel de l'entreprise. Donc, le marché actuel de l'entreprise est constitué de qui? Ce marché est constitué de personnes qui, à un instant donné, consomment exactement les produits de cette entreprise-là. Donc, la somme de ces consommateurs-là est le marché actuel de l'entreprise. Ça, c'est une première strate. J'ai déjà parlé des strates de non-consommateurs absolus, non-consommateurs relatifs.
Je suis sur le marché actuel de l'entreprise. Ça, c'est une strate. Je vais encore à une autre strate. Le marché actuel de la concurrence. De la concurrence. Le marché actuel de la concurrence, MAC. On a les consommateurs actuels de la concurrence. De la concurrence. De la concurrence. CAC. On a vente actuelle de la concurrence. VAC. Vente actuelle de la concurrence. VAC. On a le chiffre d'affaires actuel de la concurrence, qu'on peut aussi noter comme ça. Donc le marché actuel de la concurrence, je vends un produit. Tous ceux qui vendent le même produit que moi sont mes concurrents. Donc j'ai donné le marché actuel de l'entreprise. Maintenant c'est le marché actuel de la concurrence. Donc toutes les entreprises qui vendent le même produit que moi sont mes concurrents. Et après le marché actuel de la concurrence, nous avons le marché actuel de la profession ou le marché actuel du secteur. Donc, le marché actuel de la profession. Vous pouvez aussi utiliser tous les synonymes que j'ai donnés pour ça aussi. C'est-à-dire parler de consommateur, de vente, de chiffre d'affaires. Vous pouvez appliquer ça aussi à la profession. Et ça, en abrégé, c'est MAP. On abrège à cause des formules. Parce qu'en marketing, vous avez différentes formules que vous utilisez pour traiter vos exercices. Donc, nous partons d'abord de la connaissance des différents stades de consommateurs pour aller aux formules. Et les formules vont nous guider au traitement des exercices. Tant qu'on ne maîtrise pas les formules, il est difficile de traiter les exercices. Donc, marché actuel de la profession. La première formule, c'est laquelle? Le marché actuel de la profession, appelé aussi marché actuel du secteur, le marché actuel de la profession, c'est égal au marché actuel de l'entreprise plus le marché actuel de la concurrence. Donc, le jour où j'ai toutes les données sur mon entreprise, j'ai toutes les données sur mes concurrents, et qu'on me posait la question de savoir quel est soit le marché de ma profession, mais de mon secteur, je n'ai qu'à additionner le marché actuel de l'entreprise ou les ventes actuelles de mon entreprise ou le chiffre d'affaires actuel de mon entreprise ou les consommateurs actuels de mon entreprise, ajouter au marché de la concurrence ou aux ventes de la concurrence ou au chiffre d'affaires de la concurrence ou aux consommateurs de la concurrence. Voici comment est-ce que ça se passe. Donc ça fait déjà une première formule. Marché actuel de la profession égale à marché actuel de l'entreprise plus le marché actuel de la concurrence. Toutes ces formules vont être d'une importance très très capitale parce que ça nous permettra de calculer les parts de marché. Les parts de marché sont utiles aussi dans l'élaboration des projets, mais dans l'étude de marché pour pouvoir implanter une affaire. C'est très important. Quand vous étudiez le marché, ce sont des éléments que vous devez vraiment connaître. Ici, à côté du marché actuel de la profession, je vais vous définir un autre marché. Marché potentiel ou marché théorique. Généralement, on appelle ça marché potentiel ou marché théorique du secteur ou de la profession. Un marché potentiel ou marché théorique. Le marché potentiel ou le marché théorique, c'est quoi? C'est quelles que soient les stratégies que nous allons développer, tant par notre entreprise que par les concurrents, ou bien si je prends mon entreprise, toutes les stratégies que je vais développer en matière de marketing, si j'ai pu avoir assez de clients,
assez de consommateurs ou bien conquérir un marché, je ne peux jamais aller au-delà du marché potentiel ou bien du marché théorique. C'est le maximum à atteindre. Et le marché potentiel qu'on appelle aussi le marché théorique en abrégé, marché potentiel MP ou marché théorique MT. Le marché potentiel MP ou marché théorique MT, c'est égal à quoi? C'est égal au marché actuel de mon entreprise plus le marché actuel de la concurrence plus les non-consommateurs relatifs. Donc le marché potentiel au marché théorique, c'est égal au marché actuel de l'entreprise, plus le marché actuel de la concurrence, plus les non-consommateurs relatifs. Vous savez pertinemment, tout à l'heure, je vous ai dit que le marché actuel de la profession est égal au marché actuel de l'entreprise, plus le marché actuel de la concurrence. Donc si le marché actuel de l'entreprise plus le marché actuel de la concurrence est égal au marché actuel de la profession, ça revient à dire aussi que le marché théorique est égal au marché actuel de la profession plus les non-consommateurs relatifs. Donc, une autre formule, ça fait un marché actuel de la profession plus les non-consommateurs relatifs. Donc, c'est la somme des deux qui nous donne le marché théorique qu'on appelle aussi marché potentiel. Ok, on a ça. Nous allons continuer. Je vais ici donner un petit exemple, un petit exercice pour pouvoir illustrer ça. Exercice. Soit un marché comprenant des vendeurs d'ordinateurs au nombre de 4. Ok? Donc, le premier vendeur, je peux l'appeler A. A, il a peut-être 520 clients. B, il a 345 clients. C, il a 900 clients. Et D, il a 420 clients. Ici, si on fait la somme des clients, ici, si je suis par exemple l'entreprise A, marqué très bien, si je suis l'entreprise A, je suis là, entreprise A, j'ai 520 clients. Ok? Si on me demandait le calcul du marché actuel de la profession, je vais mettre marché actuel de la profession égale à marché actuel de l'entreprise plus le marché actuel de la concurrence. Et ça va revenir à faire la somme de tout ça. Ici. Ça fait au total 285 clients. Maintenant, si on me dit que c'est une ville où il y a 5000 habitants, la ville comprend 5000 habitants, dont 1000 sont susceptibles
fait, j'avais fait une première vidéo, c'est sa suite qui est là, c'est la vidéo sur les strates de consommateurs. Donc si on a une ville de 5000 habitants, dont 1000 sont susceptibles d'acheter un ordinateur et le reste n'achètera jamais, un ordinateur, on va essayer de voir. Ok? Ici, supposons par exemple les 1000 qu'on a cités ici, les 1000 sont les non-consommateurs relatifs parce qu'ils sont susceptibles d'acheter. Pour le moment, les 1000 n'achètent pas parce qu'il y a comment on dit? Parce qu'il y a une raison passagère. La raison va passer. Il y a une raison passagère qui fait que les 1000 là n'achètent pas pour le moment. Donc les 1000 constituent les non-consommateurs relatifs. C'est comme ça, on me demandait mon marché théorique serait égal au marché actuel de la profession plus les non-consommateurs relatifs. Or, l'entreprise A était à 520 clients, l'entreprise B était à 345 clients, l'entreprise C était à 900 clients, l'entreprise D était à 420 clients. On a fait la somme la dernière fois et c'était 2085 clients. Donc, si je fais le marché théorique qui est aussi le marché potentiel, ce marché serait égal au marché actuel de la profession plus les non-consommateurs relatifs. Or, le marché actuel de la profession, c'est 2085. Les 1000 qui sont susceptibles d'acheter constituent les non-consommateurs relatifs. Donc, les 2085, c'est le marché actuel de la profession. Les 1000 là, qui sont susceptibles d'acheter constituent les non-consommateurs relatifs. Or, le marché théorique égale un marché actuel de la profession plus non-consommateurs relatifs. Donc, 2085 plus 1000 et nous avons 3085. Maintenant, si on nous demandait de trouver les non-consommateurs absolus, nous allons prendre la population moins le marché théorique. Les non-consommateurs absolus, c'est ceux-là qui ne consommeront jamais. On a dit que la ville comportait 5000 habitants. Donc on prend la population qui est de 5000 moins le marché théorique qui est de 3085 et nous obtenons 1915 qui sont les non-consommateurs absolus. Si on me posait la question de trouver les non-consommateurs à partir des informations que j'ai, non-consommateur sera égal à non-consommateur relatif plus non-consommateur absolu. Et ici, en application numérique, si on veut appliquer ça, non-consommateur, c'est égal. Les non-consommateurs relatifs sont au nombre de 1000. Les 1000 qui sont susceptibles. Et les non-consommateurs absolus, ceux qui ne consommeront jamais, ça fait les 1915. Donc, on aura comme non-consommateur 2915. Donc, ici, non-consommateur est égal à 2915 clients. Pour les strates de consommateurs, je vous disais tantôt que c'était très important. Je vous disais c'était très important. En marketing, nous avons deux principales stratégies en matière de conquête de clients. Bon, il y a d'autres stratégies en fonction de certains critères, mais ces stratégies-là vont se retrouver dans ces deux grandes stratégies, c'est-à-dire les stratégies extensives et les stratégies intensives. Stratégie extensive et stratégie intensive. Stratégie extensive, et stratégie intensive. Et stratégie intensive. En fait, les stratégies extensives, on les développe généralement quand sur un marché, il y a plusieurs non-consommateurs relatifs. C'est-à-dire qu'on va développer, on va travailler de telle sorte à conquérir des gens qui ne sont pas encore consommateurs parce que ce nombre-là existe. Mais si vous arrivez sur un marché, vous vendez le téléphone portable, on dit que presque tout le monde a des téléphones portables. Remarquez très bien qu'on ne va plus aller conquérir quelqu'un qui est non-consommateur relatif. Vous serez obligé de vous battre sur ceux qui sont déjà de la profession.
Et là, qu'est-ce qu'on fait? Soit vous arrachez les clients des concurrents, ou bien vous développez des techniques, des politiques qui vont amener les clients à augmenter leur volume ou bien leur fréquence d'achat. Et généralement, la promotion y est pour quelque chose. Si je fais sortir une offre promotionnelle sur un marché où les gens consomment déjà, c'est pour les amener à augmenter parce que la promotion vient avec des avantages. Ça vient avec des avantages. Si je prends par exemple la technique de réduction de prix, c'est un ensemble les techniques de réduction de prix, c'est un ensemble de techniques qui vont permettre aux clients de payer moins pour quelque chose pour laquelle il allait payer un montant plus élevé. Donc, les non-consommateurs relatifs ont leur importance sur un marché, ou bien ont leur importance dans l'étude d'un marché. Les non-consommateurs absolus aussi ont leur importance. Dès que vous les approchez, vous vous rendez compte que ces personnes, à cause de telle obédience, n'achèteront jamais. Vous ne vous fatiguez pas. Vous conservez vos énergies pour les non-consommateurs relatifs ou bien les consommateurs actuels. Et au-delà de ça aussi, sachez bien aussi que la conquête d'un nouveau client coûte plus cher que la fidélisation d'un client actuel. Ok. Maintenant, nous avons vu les non-consommateurs relatifs. Je disais tantôt que c'est des personnes qui ne consomment pas pour le moment pour une raison passagère. Soit le produit n'est pas disponible, ou bien la personne n'a pas l'argent qu'il faut, ou bien je n'ai pas connaissance de l'existence de ce produit-là. Okay? Maintenant, les non-consommateurs absolus sont des personnes qui ne consomment pas le produit pour le moment, mais la raison pour laquelle ces personnes ne consomment pas le produit, la raison est vraiment très, très fondamentale. Okay? Et la somme des non-consommateurs était les non-consommateurs relatifs plus les non-consommateurs absolus. Je vous ai parlé du marché actuel de l'entreprise qui était l'ensemble de ceux-là qui consommaient déjà les produits de l'entreprise. Et puis j'ai parlé aussi du marché de la concurrence, c'était ceux-là qui achetaient les produits de ceux qui vendent le même produit que moi. Donc ça constitue mes concurrents. Donc le marché de la profession ou le marché du secteur, c'était la somme de moi, mon marché, plus le marché de mes concurrents. Maintenant, le marché théorique, le marché potentiel, il disait tantôt que toutes les énergies que l'entreprise développera, elle ne pourra pas aller au-delà de ce marché. Et ce marché, il est la somme du marché actuel de l'entreprise, plus le marché actuel de la concurrence, plus les non-consommateurs relatifs. Or, nous savons pertinemment que le marché actuel de l'entreprise, plus le marché actuel de la concurrence, ça fait le marché actuel de la profession. Donc, marché théorique égale le marché actuel de la profession, plus les non-consommateurs relatifs. Et c'est là que j'ai développé, entre autres, j'ai donné un petit exemple pour vous permettre d'illustrer ça. Au-delà des strates de consommateurs, nous allons voir les parts de marché. Les parts de marché. Première formule de part de marché. On a part de marché simplement, qu'on peut appeler aussi part de marché absolue. Le A c'est pour absolu. Qu'on peut appeler aussi part de marché global. Ok? Part de marché, je mets ici part de marché. On peut appeler aussi ça part de marché absolu. Part de marché absolu. Absolu. On peut appeler ça aussi part de marché global. Part de marché global. Donc la part de marché d'une entreprise PM est égale au marché actuel de l'entreprise sur le marché actuel de la profession multiplié par 100. C'est-à-dire que nous sommes tous sur un marché. Quelle est ma part? Quelle est la position que je tiens? Donc, un marché, la part de marché d'une entreprise est égale au marché actuel de cette entreprise sur le marché actuel de la profession multiplié par 100. Et à part ça, on a le taux de saturation. Le taux de saturation, c'est égal au marché actuel de la profession
sur le marché théorique multiplié par 100. Le marché actuel de la profession sur le marché théorique multiplié par 100. Donc là, le marché actuel de la profession sur le marché théorique, pardon, multiplié par 100. Ok. Donc, je disais tantôt que je vérifiais quelque chose, excusez-moi. Pas de marché, car le marché actuel de l'entreprise sur le marché actuel de la profession multiplié par 100. Le taux de saturation, c'est égal au marché actuel de la profession sur le marché théorique multiplié par 100. Après le taux de saturation, nous avons le taux de pénétration. Taux de pénétration sur un marché. C'est égal au marché actuel de l'entreprise sur le marché théorique multiplié par 100. On exprime ça en pourcentage. Ok. Maintenant, le taux de saturation. Pour savoir si un marché est saturé ou non, on prend le marché actuel de la profession sur le marché théorique. Si nous nous en tenons à l'exercice qu'on avait tout à l'heure, où on avait marché théorique 3085, l'exercice qu'on avait tout à l'heure, le marché théorique est égal à 3085. Le marché actuel de la profession est égal à 2085. Évidemment, client. On avait les non-consommateurs absolus qui étaient égaux à 1915. Si on me demande ici de calculer le taux de saturation de ce marché, taux de saturation égale à marché actuel de la profession sur le marché théorique multiplié par 100. Ça va me donner 2085 sur 3085, le tout multiplié par 100. Ça donne combien? 67,58%. Donc ici, mon taux de saturation est égal à 67,58%. Ce marché n'est pas saturé. Un marché saturé, c'est un marché dont le taux de saturation avoisine 100%. Et si le marché est saturé, vous êtes amené là à utiliser ou à appliquer les stratégies qu'on appelle stratégies intensives et non les stratégies extensives. Maintenant, on va appliquer encore le taux de pénétration. Taux de pénétration égal à marché actuel de l'entreprise sur le marché théorique multiplié par 100. Ici, c'est égal. Le marché actuel de l'entreprise, ça fait 520 clients. On a 520 sur 3085 et le tout multiplié par 100. Ça nous donne 16,85. Donc ici, le taux de pénétration est égal à 16,85% pour moi, mon entreprise. Vous voyez que ici, ma position sur le marché n'est pas une position trop élevée. Mais il y a une entreprise qui a... Bon, si l'entreprise avait par exemple 1000 et quelques, l'entreprise leader, c'est cette entreprise qui va avoir un taux de pénétration plus élevé que les autres. Donc le taux de pénétration nous permet de savoir notre position sur le marché. Et à la suite, pour tous ces calculs, vous allez voir qu'à la suite, je vais continuer un peu. On a aussi un autre calcul qu'on fait, c'est la part de marché relative. Part de marché relative. Donc pour l'entreprise A, B, C, D, je vais calculer les taux de pénétration. L'entreprise qui aura le taux de pénétration le plus élevé, c'est cette entreprise-là qui va constituer l'entreprise leader. C'est cette entreprise qui va constituer l'entreprise leader. C'est cette entreprise-là qui sera leader.
Maintenant, quand on va me parler de part de marché relative, ce serait égal au marché actuel de l'entreprise, c'est toute entreprise, si je me mets à sa pression, sur le marché actuel du principal concurrent. Ça, si ça dépasse 100%, c'est que je bats mon principal concurrent. Mais si c'est en dessous de 100%, c'est que le concurrent est devant moi. Excusez, je vais m'arrêter là parce qu'il fait un peu sombre et n'oubliez pas de vous abonner, les autres vidéos vont suivre. Merci.